chers compatriotes. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Canal Studio Satellitaire, direction Paris, où séjourne le Premier ministre, chef du gouvernement et quelques membres de son équipe qui sont en train de participer à un sommet sur le climat, un forum au cours duquel ils entendent négocier un financement important à la taille de la biodiversité de la RDC afin d'assurer le développement de la République démocratique du Congo. Suivez. Arrivé tôt ce matin à Paris, capitale de la France, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, le vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication et Médias. L'événement a eu lieu en présentiel le mercredi 21 juin, soit un jour avant l'ouverture officielle du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il a double objectif, financer le développement durable dans le ville et repenser l'architecture financière mondiale pour atteindre le ODD et l'accord de Paris sur le climat. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a fixé l'opinion en réaffirmant que la République démocratique du Congo veut voir toutes les promesses faites de par son rôle mondial dans la lutte contre les changements climatiques s'est concrétisé. Nous venons d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre chef du gouvernement qui représente le président de la République à ces grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par le président Macron. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé les FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ces travaux. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons les ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc, de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Notons que ce sommet de Paris se tient du 22 au 23 juin, convoqué par le président Emmanuel Macron. Il s'inscrit dans un contexte international marqué par les répercussions de multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques, notamment dans le pays le plus vulnérable. Poursuit 4 grands objectifs, à savoir redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment le pays le plus endetté, favoriser le développement du secteur privé dans le pays à faible revenu, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans le pays émergent et en développement, mobiliser les financements innovants pour le pays vulnérable au changement climatique. Vous le savez, c'est depuis hier, mercredi, que la Commission électorale nationale indépendante a rendu public, conformément aux articles 9 et 10 de la loi électorale en vigueur, une liste des critères d'éligibilité et d'inéligibilité aux différents scrutins prévus pour le mois de décembre prochain. Suivez. Communiqué de presse numéro 28/CENI/2023. Conformément aux articles 9 et 10 de la loi électorale en vigueur, la centrale électorale porte à la connaissance de l'opinion publique les conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins. Article 9. Nul n'est éligible s'il n'est rempli les conditions suivantes. 1. Être de nationalité congolaise. 2. Avoir l'âge requis à la date de clôture du dépôt des candidatures. 3. Jouir de la plénitude des droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la présente loi. 5. Avoir la qualité d'électeur ou de se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. 6. Avoir un niveau d'études requis ou justifié d'une expérience professionnelle avérée dans l'un des domaines suivants: politique, administratif, économique ou socioculturel. Tout Congolais de l'un ou de l'autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des conditions spécifiques pour chaque élection et de celles d'inéligibilité prévues à l'article 10.
ci-dessous, sans préjudice de textes particuliers, sont inéligibles les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable, les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitant illégal des ressources naturelles, des corruptions, des détournements des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute de leur condamnation sous réserve de leur peine. Le membre de la centrale électorale, indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel, les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des 5 dernières années, sont inéligibles à titre définitif les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Fait à Kinshasa le 21 juin 2023, Patricien Seya Malela, rapporteur de la CENI. Depuis la sortie médiatique du candidat malheureux à l'élection de 2018, Martin Fayulu, faisant état de sa décision de ne pas participer au processus électoral, beaucoup de réactions continuent à fuser et de partout. Héritier Ngachi, cadre de AFDC de Modeste Bahati, pense que Martin Fayulu a fait une fuite en avant dans la mesure où il n'a pas une base solide capable de l'amener à la présidence de la République. Suivez. Martin Fayulu a montré, a prouvé à la face du monde sa lâcheté. Il a été fabriqué comme un robot politique de toutes pièces par les autres. Il devait, après qu'il soit relâché par ces derniers, faire ses preuves, montrer ses biceps, montrer qu'il pouvait s'effrayer en chemin seul, sans l'accompagnement des autres. Mais il n'a pas pu, il n'a pas tenu, il a fait volte-face, il a renoncé à ses aspirations, à ses convictions, de manière aussi légère et lâche. J'aime bien comprendre la consternation et l'indignation au sein de ses rangs, parce que sa décision marque un tournant décisif dans son histoire politique. J'ai comme l'impression qu'il a lui-même décidé de sa fin de la carrière politique. Parce qu'il devait, après les élections de 2018, qui a connu le soutien des autres, il devait montrer qu'il est capable de drainer les Congolais seul au sein de sa formation politique décidée. Il a rebiffé et je pense que cette décision va mettre fin à sa carrière politique. L'opposition, ce n'est pas l'opposition ne se résume pas à la MOCA. Déjà, lorsque Martin Fayulu a fait son communiqué qui a décidé plus que les Congolais, quand Moïse Katumbi est revenu à la charge pour dire nous allons participer à toutes les échéances, nous allons aligner nos candidats à tous les niveaux. Et donc, si l'ensemble de Moïse Katumbi est concerné par les élections de 2023, d'autres acteurs aussi de l'opposition feront face à notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi, que nous croyons déjà être gagnant au regard de son bilan, mais aussi de son engagement pour redresser ces pays longtemps terminés. Une autre réaction est celle de Kananga Kalala qui lui félicite les Congolais d'avoir fait confiance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi car, dit-il, Martin Fayulu a montré ses limites. Suivez. L'opposant politique Martin Fayulu boycotte les processus électoraux de décembre 2023. Ces derniers avaient revendiqué sa victoire aux élections de 2018 en fustigeant le manque de transparence dans le processus. Interrogé Emmanuel Kananga Kalala, analyste politique, pense que Martin Fayulu n'a pas une base solide pour les soutenir aux élections en cours. Martin Fayulu il est toujours comme ça. Donc, vous savez que même à l'époque des élections de 2018, Martin Fayulu a joué ce jeu. Après un certain moment, il va se rebiffer pour dire que non, voilà, on a volé mes voix, on a volé ma victoire. Donc, Martin Fayulu sait très bien qu'il n'a pas des électeurs. La fois passée, il a été secouru par MLC de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et les autres. Alors, c'est voyant que actuellement, il n'a personne pour les soutenir. C'est ainsi qu'il a
pris la poutre d'escampette. Donc, c'est-à-dire que M. Martin Fayoulou n'a pas une base solide qui peut l'aider pour déposer sa candidature au niveau des élections en cours. Cependant, Emmanuel Kananga Kalala pense que l'avis de la Senco ne pèse pas car cette dernière ne fait que refuter la décision de la CENI à chaque législature. Le problème de la Senco a été tranché. À l'époque, vous savez qu'il y a eu des confessions religieuses. Sur 8 confessions religieuses, 6 confessions religieuses ont voté pour Kadima. Et à ce moment-là, les gens de l'Église catholique et les protestants ont tourné les dos. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis lésés. Notons que la centrale électorale s'apprête à ouvrir ses bureaux dans le prochain jour pour les dépôts des candidatures aux législatures nationales et provinciales qui seront couplées à la présidentielle le 20 décembre prochain. Poursuivi pour détournement dans les dossiers Boukangalonzo, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a lui à son tour saisi la justice contre le président de la Chambre haute du Parlement qu'il qualifie de joueur du pouvoir pour les disqualifier à la course de 2023. Suivez. Au cours d'un point de presse organisé mercredi 21 juin 2023, le sénateur Matata Ponyo, face à la presse, a parlé d'une affaire politique et non judiciaire concernant les dossiers Boukangalonzo et autres détournements, après que la Cour constitutionnelle saisit la Cour de cassation et elle, à son tour, saisit le bureau de la Chambre haute du Parlement pour la levée des immunités afin que le sénateur Matata Ponyo réponde à la justice. Les propos tenus par Matata Ponyo lors de son point de presse ne sont que des échappatoires, estime maître Claude Ngoma, qui pense que si la Cour s'était déclarée incompétente à l'affaire pour juger l'ancien Premier ministre, cela n'était pas un acquittement à sa faveur. Alors, il doit répondre à la justice. Monsieur Augustin Matata Ponyo, justement, est poursuivi pour mégestion. Il y a des soupçons graves de détournement du projet Boukangalonzo et celui du zaïrianisation. Voilà pourquoi le procureur près la Cour de cassation avait saisi le bureau de l'Assemblée et du Sénat, plutôt, le bureau du Sénat, pour obtenir de ces bureaux la levée des immunités du sénateur Matata. Alors, le bureau n'a fait que rappeler à la requête du procureur près la Cour de cassation et que M. Matata ne jouissait plus de ses immunités depuis le 5 juin 2021, où ces immunités ont été levées. Ces immunités ont été levées en respectant la procédure. Voyez-vous, il y a eu le bureau après débat, le bureau du Sénat avait mis une commission et cette commission avait invité le procureur de la Cour de cassation. À son temps, le procureur était venu, il avait fourni ses moyens des informations. Et ensuite, M. Augustin Matata était aussi invité dans la même commission. Et après que ces commissions puissent clore ces travaux, ils ont pondu un rapport à l'endroit du bureau du Sénat. Jusque-là, il n'y a pas violation des textes ou de règlements d'ordre intérieur du Sénat, moins encore de la Constitution. Retenons que, dans cette affaire, le sénateur Matata Ponyo a été levé de ses immunités depuis juillet 2021 lors de sa première poursuite. Ces dossiers est donc à suivre. Selemba au zéro Kuluna, c'est cette opération qui a été lancée par les bourgmestres de cette municipalité et qui est saluée par la population de ces contrées car, dit-elle, elle a permis la baisse sensible du taux de criminalité dans ces coins de la capitale. Plamedi Mabayate sur place pour nous récolter ses avis. Suivez. Les phénomènes Kuluna s'effacent petit à petit dans la commune de Selembao grâce à l'opération Selembao Zéro Kuluna lancée par les bourgmestres de cette municipalité. Mathias Oumoumou explique ici l'objectif de cette opération. La mission nous assignée par le chef de l'État est de lutter contre le banditisme urbain.
qui est communément appelé Kuluna. Les audiences qu'on a tenues ici à la maison communale, ce n'était pas dans un mois. On a tenu l'audience le lundi et le vendredi, même semaine. Parce que vous avez vu le ministre provincial de l'Intérieur, Excellence Gracier, était venu, nous a appuyé, parce qu'il a vu le travail que nous sommes en train de faire pour lutter contre l'insécurité dans notre municipalité. Et aujourd'hui, mon adjoint et moi, et les services de sécurité, après l'évaluation, on a trouvé que les 12 équilibres que nous avons trouvés, ça ne reste que 3. D'ici mois d'août, on puisse éradiquer ces phénomènes une fois pour toutes dans la municipalité de Selembao. Étant le premier victime des atrocités, la population de Selembao a livré ses impressions tout en remerciant les autorités de cette municipalité. Phénomène à Kuluna par rapport à Zalaki et bandi ko changer pour papa là qui si vraiment qui a pour na kimia bazo kanga bango vraiment donc exacte que bazo bomba bango sengi pe ko sambisa en plein air to Zalaki na ngote mais pour le moment bazo sambisa bango audience publique tozo mona po sengi bakatela bango ba moment na bango ya ba prison bazo kende donc papa msazo sa musa vraiment malamu coup de chapeau penza koyana na Selembao. Opération Kuluna en tout cas ça là donc c'est la toute première fois tout le monde a gourmet ça donc qui t'a tiba descente pour que kangaba Kuluna et puis chose grave mais tout cas il y a musala a tsango pour l'opération pour la kitina otina bambulungu tara Selembao bambulungu zama trop mais ya kita tikuna yemoko na adijwe na hein bazo kita tiwala pour kangaba Kuluna. Ainsi donc, pour couronner les tout, le bourgmestre Mathias Ouomoumou a reçu un trophée de meilleur bourgmestre de la ville-province de Kinshasa grâce à son engagement, celui de matérialiser la vision du chef de l'État en mettant fin à l'insécurité dans la commune de Selembao. Pendant qu'à Selembao on se félicite, à Barumbu on se plaint de voir ces phénomènes refaire surface. John Ilaï a fait le tour de la commune de Barumbu pour nous récolter ses avis. Dans la ville de Kinshasa, il est difficile de passer une journée sans que l'on enregistre des actes de vandalisme causés par des jeunes connus sous le nom de Kuluna. Une situation qui accroît le taux d'insécurité dans la capitale congolaise. Malgré la récente publication au stade des martyrs de la Pentecôte d'environ 1000 Kuluna arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise, la population quinoise pense que rien n'a changé et décrit le travail des services de sécurité pour mettre fin à ces antivaleurs. Taux de réduction de Kuluna à Kinshasa est facilité. Parce que quand vous avez l'opération, on a suivi les athées. Parce qu'il y a de même cas à bateau. Basala Kuluna bazali tozomona bango so bango bazo présenter tozoyeba te bango bazo utawapi aze tout bayanke nyonso bazolekisa kisoto commune ya Kini Barumbu bango nyonso bazali gouvernement congolais azopesa makambo ya malamu bamuto toyebisa kaka keno aza nde na suivi eloko epesa mpasi ezaka bakangi bango batiki bango bazongi lisusu eloko kaka ndenge eza desordre de sale makaka tozosenga nde kimia na bakonzi po tozala lese toza lese te toza na posaka ya kimia nde tozosenga na bakonzi na biso tozovivre na biso kaka na mosala ya koluka toza na posa nde ya kimia bayeba ndenge ya kosekerize biso po bango baza mpo na biso bakuluna bazoderange biso mingi po bayeba ndenge ya kosekerize biso po tozala bien. La police est appelée à plus de responsabilités pour mettre fin à ces phénomènes car le rôle primordial de la police est de sécuriser la population et leurs biens. Les taxis jaunes, communément appelés ketch, et quelques motos sont souvent utilisés par le malfrat pour opérer dans la ville de Kinshasa en insécurisant la population. Les Quinois rencontrés dans les rues de Kinshasa demandent aux autorités afin de veiller à ce que ces actes puissent prendre fin. Suivez. Il ne se passe pas un jour sans qu'on parle d'un cas d'enlèvement à Kinshasa. Pourquoi? Eh bien simplement parce que les individus mal intentionnés, souvent organisés en bande de criminels se faisant passer pour des taximens, enlèvent,
puis ensuite exige des rançons aux proches des victimes qui pour la plupart sont des femmes. Interroger la population congolaise s'exprime quant à ce. Parce qu'il y a d'autres gens balingi normalement kolukate balingi kolukate donc balinga ko vivre na ba poche ya baninga donc moto pas courage abima koluka alingi te soka moni moto azana moi aspect ya bien azana moi téléphone ya bien azana moi mbongo na ye ako croquer ye que non mata na transport nga donc ene nati kona destination ko zo kende o moto wana azo memaye aza na volonté à remember peut-être comme c'est la destination. Le gouvernement congolais a mesure, il y a contrôle, il y a identification. Ndenge nini bato bakoyi kotambusha ba moto soit ndenge nini bato bakoyi kotambusha mituka. C'est soki bazotika kaka bongo ekende mabe. Na koyebisa population bakota na bango ba mituka bikota kota te parce que ba commencer l'opération wana mingi kana bato ba IST na ba vite ba mituka oyo amike oyo nde bazo sala ba kopo wana okoti na oboye ba lever yo siko pona ngai na koyebisa population afin kokota na mutuka il faut kotala nano banano bazana kati mutuka nini oyo na koki kosala nini kokota nos dirigeants na koyebisa bango il faut ba renforcer penza système ya nani ba renforcer sécurité ya mboka na biso tozana insécurité penza makasi parce que dernièrement toti kokanga un motard awa na nini na Kitambo quand ndenge ba motard baswana kawana siko alinga kita kwa ke no bunisa moninga na kokita na ye wana kuse na ye longwe na se wana tala pistolet ba makamu mususu eza bien te tokanga ki toke totike na demi après basila na kuna ba makamu ko boyezo la kisake sécurité penza penza makasi te. Un appel est donc lancé à l'autorité urbaine afin de sécuriser la population face à ces fléaux qui ne fait que perdurer car la vie humaine est sacrée. La République démocratique du Congo a besoin des patriotes pour se développer. Ces propos sont de Jonathan Joss, cet acteur politique suggère au gouvernement congolais à travers le ministère de l'EPST d'ajouter les cours du patriotisme dans son programme scolaire afin d'éradiquer certaines antivaleurs. Suivez. Le patriotisme est un attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre et de la promouvoir. Voilà pourquoi l'acteur politique Jonathan Diossé monte au créneau pour interpeller le gouvernement par le biais du ministère de l'EPST afin d'instaurer le cours du patriotisme dans le programme scolaire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si nous enseignons à nos enfants, à vos enfants, les cours de patriotisme, ces enfants-là auront cet amour de défendre leur pays. Et cela doit être enseigné dès le bas âge. C'est comme un arbre qui est déjà penché, c'est difficile de les redresser. Lorsque vous plantez l'arbre, lorsque vous plantez la racine, elle doit être debout pour qu'elle puisse bien partir. C'est un peu ça le souci. Nous devons déposer la proposition auprès du ministère de l'EPSP, le faire comprendre l'importance du cours de patriotisme au niveau des études primaires, secondaires, humanitaires et jusqu'à l'université. En croire Jonathan Diossé, ce cours de patriotisme doit être dispensé dans nos 4 langues nationales afin de bannir le tribalisme et lance par la même occasion un message à la population. Nous sommes en train de proposer aussi qu'il y ait l'application d'enseignement de nos 4 langues nationales. Je vais citer, nous avons les Tsholuba, les Swahili, les Kikongo et les Lingala. L'unification des Congolais va partir de cela aussi. Aujourd'hui, il y a des entreprises où quand vous allez et que votre collègue parle avec le chef de l'entreprise, et lorsqu'il y a un souci, ils vont parler dans leur langue nationale. Et ça vous dépayse si vous êtes par exemple Moulouba et qu'ils sont des Bakongo. Mais si dans les études primaires, secondaires, humanité, on nous apprend toutes ces langues-là, et qu'aujourd'hui, moi, Jonathan Diossé, je parle Tsholuba, je parle anglais, je parle Swahili, je parle Kikongo, même dans une entreprise,
public ou privé, je ne serai pas dépaysé. Notons que l'amour de la patrie est la source du sentiment national et permet de relier les hommes dans une nation. La gestion des immondices à Kinshasa demeure un casse-tête et un défi à relever. Il faut donc de la volonté et une politique de gestion des immondices, estime David Bohémé, spécialiste des questions liées à la gestion des immondices. On les suit. Bon, je dirais que cet échec était déjà préparé parce que on a l'impression comme si le projet Kinbopet n'était pas bien préparé et que nous sommes seulement en train de constater le dégât qui était déjà prévu depuis longtemps parce qu'il y avait des gens qui disaient déjà que ce projet n'était pas préparé. Nous venons de le constater maintenant. Et quant au gouverneur de rectifier le tir. La gestion des immondices pour la ville de Kinshasa, je trouve que la ville est tellement grande que l'hôtel de ville à lui seul ne saura pas gérer en fait la gestion des immondices. Il faudra déjà de maintenant chercher comment le gouvernement peut essayer de faire participer d'autres structures dans la gestion des immondices de la ville. Parce que la gestion des immondices, il faut avoir le moyen et il faut avoir aussi la politique de diriger en fait cette histoire. Maintenant, le moyen, est-ce que le gouvernement a suffisamment le moyen pour gérer ces immondices de la ville de Kinshasa? Actuellement, je dirais non. Je pense que le gouvernement a mieux à faire que de chercher à ajouter ou à inclure d'autres structures de la gestion. Ensemble, chacun pourra peut-être, à mon avis, la vie, gérer une partie de la ville pour ensuite on puisse avoir des résultats qui peuvent satisfaire tout le monde. Je ne cesserai de le dire que c'est un problème d'hommes. Le gouverneur à lui seul ne saura pas faire ce travail. C'est important qu'il soit entouré de gens qui peuvent facilement l'aider à accomplir cette tâche. Et c'est important aussi de chercher à demander l'assistance ou à demander conseil auprès de ceux qui sont sur le terrain. Parce que nous maîtrisons mieux la réalité sur le terrain par rapport je dirais par rapport à eux qui sont dans le bureau. Parce que là, la gestion des immondices, il faut avoir le moyen. Est-ce que nous avons le moyen pour assurer cette gestion? Je dirais non. Mais ensemble, si on se mettait ensemble, ensemble avec l'hôtel de ville, dont je prends la Raskin, avec d'autres structures, les ONG, les sociétés qui travaillent en fait dans le domaine, on pourra ensemble trouver des mécanismes pour permettre à ce que la gestion des immondices soit participative. C'est jeudi 22 juin, le ministre des Sports François Kaboulou-Mona Kaboulo a donné le go du tournoi éliminatoire des Davis Cup Zone 5 2023 à Kinshasa, au cercle de la Gombe. Ce tournoi de tennis regroupe 12 nations et ira jusqu'au 24 juin prochain. Suivez. C'était le mercredi 21 juin dernier que le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Mona Kaboulo, a donné le go des éliminatoires zone 5 de la Coupe du Monde de l'Au Tennis qu'abrite la RDC du 21 au 24 juin 2023 au cercle de la Gombe à Kinshasa, qui regroupe 12 nations dont la RDC, les pays hôtes. Dès l'entame de cette compétition, les Léopards Tennis ont surclassé les Walias de l'Éthiopie au premier set par 4-2 et 3-1 lors du deuxième set. Malheureusement, le troisième set s'est interrompu suite à une blessure d'un athlète éthiopien. C'est ce qui a occasionné le forfait de la sélection éthiopienne au profit de la RDC. Présent sur le lieu, le ministre des Sports et Loisirs s'est dit heureux de voir la RDC abriter pour la première fois cette compétition. Et pour la première fois depuis 1960, c'est pour la première fois que la RDC abrite un tournoi pareil. Donc il n'est que normal que je vienne ici pour encourager et soutenir le tennis. Je ne suis pas le ministre du football, je suis le ministre des Sports. La République démocratique du Congo en plus, moi-même à l'époque j'étais journaliste et j'ai couvert le tennis. Donc c'est une discipline qui est magnifique. Une discipline qui progresse bien dans le monde. Et maintenant il y a une nouvelle génération qui arrive après les Ikelenge, les Nzoku qui sont partis. Il y a des jeunes qui sont là. Et c'est pour ça que j'ai tenu à marquer ma présence ici. Je vous ai dit que nous sommes ouverts. Le tennis ne va pas être écarté. Ce n'est pas un enfant égaré. Il fait partie du groupe et nous n'avons aucun problème. On a échangé avec le président. De la même manière qu'on prend le football en charge, de la même manière qu'on prendra le tennis en charge. De sa part,
Jansko Siguinea, président de la Fédération congolaise de l'art tennis, estime que le pari est gagné pour la fédération et pour les pays d'organiser cette compétition. Vous savez, l'enfantement était toujours difficile, mais après, vous savez, comme tout un enfant qui grandit, hein, on a des difficultés au départ. Moi, je crois que là, c'est les lancements et j'espère que les difficultés que nous avons connues seront au fur et à mesure, comment dirais-je, trouver solution et puis on parviendra à bien chuter les samedis. Pour cette deuxième journée de ce jeudi 22 juin, plusieurs rencontres étaient à l'affiche. Aux premières heures de la matinée, l'Éthiopie a battu l'île Maurice au premier set 6-4, deuxième set 6-3 et enfin 6-2 au troisième set. Le Congo-Brazzaville a eu raison face au Burundi, Madagascar dominé par Lesotho et Seychelles dominé par le Burundi. Notons que la RDC sera face au Gabon ce vendredi 23 juin au Cercle de la Gombe. C'est officiel, toujours dans le sport, le tournoi dénommé Fati Cup va bientôt débuter. L'accord a été signé entre le ministère des Sports, la Fédération congolaise de football et l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale pour le début de ces tournois d'âge. Suivez. La valorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. C'est désormais officiel. Le gouvernement congolais, via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC ont conclu un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi des jeunes de moins de 20 ans dénommé Fati Cup. Dans le cadre de cette alliance, les entités travailleront en collaboration pour créer de nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. Le président de l'UNIFAC, Guy Blaise Mayolas, a, au nom du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, remercié le gouvernement congolais, en particulier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir cru à ces projets. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Présent à ce tirage, le sélectionneur adjoint des Léopards de moins de 20 ans, Joseph Médard, pense que la RDC est prête pour affronter n'importe quel adversaire. Ce n'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. Fati Cup, un tournoi qui réunira du 1er au 9 juillet 2023 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Et pour finir, David Nzolantima a fait la lecture des journaux parus à Kinshasa. C'est jeudi, madame, messieurs. Je vous prie de suivre et on se retrouvera après. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Les rebondissements de l'affaire Matata Mponyo à la Cour constitutionnelle continuent de faire couler de l'encre et de la salive. Le journal Avenir titre à sa une Matata, toujours dans le viseur de la justice. Ce journal explique qu'une plénière a été convoquée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour entendre les explications du procureur général près la Cour constitutionnelle qui veut poursuivre le sénateur Matata Mponyo, Premier ministre honoraire, au regard de faits qui lui sont reprochés. Pour le président du Sénat, il n'est pas question de lever ses immunités, d'autant plus que le sénateur est toujours proche à la disposition de la justice. Avec cet éclaircissement du Sénat, le sénateur Matata Mponyo peut être invité à tout moment pour qu'il aille se justifier au sujet des infractions, des faux et usages de faux et des détournements des deniers publics mises à sa charge. L'Avenir rajoute que le procureur près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Mponyo Mapon qui était jusque-là à Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri.
Le journal Forum des As poursuit en ces mêmes sujets, de nouveau sous la menace de poursuites judiciaires. Matata Pogno accuse le président du Sénat de vouloir le carter à l'élection présidentielle. Dans une déclaration faite hier mercredi 21 juin à Kinshasa devant la presse, le sénateur Augustin Matata Pogno a accusé le président du Sénat Modeste Bahati d'orchestrer un complot visant à l'écarter de la course à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023 dont il est candidat. Bouclons cette revue de presse avec La Prospérité qui titre à sa une Kinshasa. Patrick Mouyaya lance la 28e réunion du comité régional du concours des journalismes de la SADC. Ces journaux expliquent que cette réunion a comme objectif de récompenser l'excellence dans les journalismes écrits, photographiques, télévisuels et radiophoniques et permet de choisir et de récompenser le meilleur dossier, ce qui promouve l'intégration régionale et de ce fait d'encourager les journalistes à couvrir davantage le programme et activités de la SADC et leurs impacts. La République démocratique du Congo ayant la présidence de cette organisation sous-régionale tient à la réussite de ces concours du journalisme qui concerne la télé, la presse écrite, le média en ligne et la photographie. Il rajoute qu'il convient de signaler que cette 28e édition se tient 2 semaines après l'atelier consultatif régional sur l'élaboration de la stratégie de communication, de sensibilisation et de visibilité de la SADC qui s'est tenu à Johannesburg du 31 mai au 1er juin 2023. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, Madame, Monsieur, je vous dis merci pour l'attention accordée à cette session d'information. Au revoir. Mes chers compatriotes,